Étude de cas, David Goggins. Je voudrais parler d'un homme exceptionnel qui s'appelle David Goggins et pourquoi, selon moi, David est l'exemple typique d'un homme accomplissant sa propre autoréalisation en étant capable d'affronter et vaincre ses peurs pour réussir à devenir une version supérieure de lui-même. David a eu une enfance très compliquée. Il est né au milieu des années 70 en Amérique, en étant noir, en surpoids, avec un père abusif. Ce cocktail explosif a rendu son enfance particulièrement complexe. Il a fait face à des scènes très violentes, lors desquelles son père a notamment battu sa mère devant lui, ce qui la poussa à aller s'installer à Brazil, en Indiana, avec le jeune David, pour fuir le comportement abusif de son père. Là, David est allé à l'école. Il a eu énormément de difficultés scolaires. Il était constamment moqué par ses camarades à cause de sa couleur de peau et de son surpoids. Il avait de surcroît développé des difficultés d'apprentissage, qui lui ont valu un décrochage scolaire, faisant de sa scolarité un vrai calvaire. Plus tard, David, dans sa vingtaine, travaillait pour une entreprise qui s'occupait d'éradiquer des cafards. Et un soir, en rentrant du travail, il s'assit sur son canapé, alluma sa télé, et là, stupeur. Il tomba sur une émission traitant des Navy Seals, ce corps d'élite de l'armée américaine. Le jeune David tomba immédiatement amoureux des hommes qu'il vit. C'étaient des hommes forts, des hommes débrouillards, des hommes affûtés, qui affrontaient les dangers et les éléments. Bref, des vraies machines de guerre. David eut subitement une motivation débordante, et en un éclair de génie, il pensa « Et si je devenais Navy Seal ?» Alors évidemment, dans le contexte de sa vie, c'était inimaginable. Il faut bien se rappeler qu'il était en surpoids, s'enfiler des donuts à n'en plus finir et s'occuper de tuer des cafards, avec en plus des problèmes d'apprentissage et d'écriture. Pourtant, David, plus résolu que jamais, ne pouvant même pas courir, se mit à marcher pour réussir à perdre du poids. Après de multiples péripéties qui l'ont notamment vu être renvoyé de l'admission des Navy Seals en étant moqué parce qu'il était noir et en surpoids, il arriva finalement à force de persévérance à intégrer l'armée. Il y réalisera des choses assez extraordinaires, comme notamment la prouesse de terminer 2 fois le Hell Week, la semaine de l'enfer, réputée pour être une des périodes de formation les plus complexes de la Terre, avec notamment les effets de la privation de sommeil, des nuits glaciales en étant trempé, ou du travail d'équipe dans des conditions extrêmes. C'est d'ailleurs là que David prononcera une de ses phrases les plus emblématiques, « Who's gonna carry the boats and the logs ?» liée au fait de porter des bateaux et des troncs d'arbres. Ensuite, après sa carrière militaire, David n'a pas arrêté d'accumuler les exploits. Il est resté actif et très sportif. Il participe notamment à des courses extrêmement compliquées, des ultra-trails, des ultramarathons, et se bat tous les jours contre ses peurs pour continuer à devenir une version meilleure de lui-même. Alors pourquoi est-ce que David Goggins est un homme extraordinaire? J'ai soulevé 10 points qui sont des principes puissants que David a appliqués, dont nous pouvons nous inspirer dans notre propre vie, et qui lui ont permis de réaliser, selon ses mots, l'impossible. Numéro 1. Faire la paix avec son passé. La première chose que David a réalisée dans sa jeunesse, c'est qu'il ne pouvait pas ressasser son passé. Effectivement, en repensant tous les jours à ses problèmes familiaux, à ce père dangereux, aux personnes qui l'ont moqué ou dénigré, il n'aurait jamais pu se sortir de sa situation. La première chose qu'il faut arriver à réaliser dans la vie lorsqu'on cherche un réel changement, c'est de réussir à se détacher complètement du passé. Il s'est passé ce qu'il s'est passé. On a peut-être été frappé, moqué, insulté ou même pire. C'est une réalité. Il ne s'agit pas de la nier, mais de l'accepter. On ne peut revenir dans le passé. Et ce passé fera toujours partie de nous. Mais pouvons-nous réellement continuer à l'alimenter de nos pensées et de notre attention, qui contribuent à rendre son impact sur notre présent toujours plus prégnant? Non. Alors évidemment, c'est très compliqué, puisque David a eu toutes les raisons du monde d'en vouloir à son père. Mais il a eu, avant que son père ne meure, une discussion avec lui en tête-à-tête, et bien qu'ils n'étaient pas d'accord sur beaucoup de points, ils sont restés en paix l'un envers l'autre. Et ça, c'est un point extrêmement important. David a compris que s'il voulait changer, il devait focaliser son attention sur lui-même, sur son présent, et pas sur son passé aussi dramatique qu'il ait été. Il existe pour intégrer et pour réussir à faire la paix avec son passé énormément de moyens et de thérapies qui peuvent tout avoir un impact positif sur soi. L'essentiel est de trouver ce qui marche pour soi-même. Numéro 2. L'honnêteté radicale. Une habitude que David a prise, qui est selon moi extraordinaire et qui demande une grande conscience de soi et énormément de courage, c'est l'honnêteté radicale. David a essayé d'appliquer une rigueur d'honnêteté dans sa vie en étant absolument transparent envers lui-même et envers les autres. David, ayant développé des difficultés d'apprentissage à l'école et étant beaucoup moqué, a eu l'habitude de faire le clown, de s'habiller avec des habits trop grands et d'amuser la galerie pour pouvoir cacher ses propres faiblesses. Mais du coup, il mentait effrontément aux gens. Il a réalisé que s'il continuait à mentir et à ne pas suivre la voie de la vérité, il ne pourrait jamais évoluer, puisque la vérité est la forme suprême de liberté. Quiconque dit la vérité aux autres et à lui-même est une personne qui peut se libérer complètement. Les mensonges pèsent lourd et nous créent énormément de tracas. Par exemple, mettons que nous ayons trompé une amie, ou que nous nous soyons raconté une petite histoire qui nous arrange mais qui n'est pas alignée avec nous-mêmes. Nous portons ce point en continu. Il nous ronge la nuit, nous épuise le jour, et affaiblit toutes nos belles idées, parce que nous savons au fond de nous que nous ne sommes pas honnêtes, que nous nous mentons.
Donc David a réussi à mettre en place cette honnêteté radicale. Il avait notamment créé une technique qu'il appelait le miroir de la responsabilité, The Accountability Mirror, devant lequel il se plaçait tous les matins en essayant d'être toujours absolument honnête envers lui-même. Par exemple, quand il était en surpoids, il ne disait pas « Oh ça va, tu es un peu en surpoids mais ça va aller, on va se débrouiller ». Non, il essayait d'être brutalement honnête avec lui-même. Il se disait tout simplement « Tu es gros, tu es obèse et tu dois changer ça. Et voici ce qu'on va mettre en place pour y arriver ». De même, ce miroir de la responsabilité incite à prendre les choses en main, à entreprendre une action qu'on sait juste même si elle nous pèse énormément, car seul l'acte vrai et juste peut libérer. Et c'est là que David a été très puissant pour réussir à attaquer ses peurs directement. Cela demande un courage gigantesque. On s'en rend bien compte dans notre propre quotidien. Se surpasser est toujours compliqué, même pour des choses très basiques. Évidemment, David n'était pas parfait, et quand il craquait, qu'il retombait dans ses travers et mentait à ses camarades, il retournait alors les voir et leur disait « Excuse-moi, c'est un peu gênant, mais je t'ai menti tout à l'heure. Ce n'est pas ça la vérité. » Voilà comment David travaillait avec lui-même. L'honnêteté radicale. Cela demande un énorme courage et une grande volonté. Numéro 3. Un combat contre soi-même. David a vite compris qu'il menait un combat interne. Il ne menait pas de combat contre les autres. Il n'est pas allé à l'armée pour se battre contre d'autres personnes, il est allé à l'armée pour se battre contre lui-même. Et il a appris à ne pas rejeter la faute sur les autres, sur la société, etc. Il savait que c'était un combat contre ses propres croyances limitantes, contre son propre passé, qu'il avait certes accepté, mais qu'il restait maintenant à transcender. Il a donc utilisé le cadre sportif, le cadre militaire, pour dépasser et vaincre ses peurs. Il avait par exemple la peur de l'eau. David ne flotte pas bien, il a un taux de flottabilité négatif, comme beaucoup de personnes noires qui ont souvent un squelette très dense et une lourde masse musculaire. Il a donc dû se battre pour réussir à dompter l'eau. C'est un élément qu'il détestait. Mais à l'armée, il avait la possibilité d'affronter l'eau en permanence. Il réussira même plus tard à nager en ayant les bras et les pieds accrochés dans le dos, ce qui est une prouesse pas du tout évidente avec un taux de flottabilité négatif. Voilà un aperçu de la mentalité de David. Il incarne le combat contre soi-même et pas contre les autres. Il utilise les courses infernales, les défis sportifs extrêmes et un rythme de vie ultra strict, comme il peut l'avoir avec des séances d'étirement jusqu'à très tard le soir et un réveil à 4 h du matin pour aller courir le lendemain, pour apprendre à maîtriser son mental. C'est son combat uniquement et la méthode qu'il a choisie pour le mener. Il n'encourage personne à faire comme lui. Le défi mental est spécifique à chaque personne. Pour certaines personnes, le combat c'est de se lancer dans ce projet artistique. Pour d'autres, c'est de se lever à une certaine heure et de réussir à contrôler leurs pulsions pour ne pas sombrer dans leurs addictions dès le matin. Le combat est propre à chacun. Chacun doit identifier son propre combat adapté à ses faiblesses. Et ça, c'est primordial. David ne partage pas son mode de vie en disant « faites comme moi ». Ce serait une erreur de faire ça puisque ce serait penser que nous avons tous les mêmes problèmes que lui et sa façon à lui de les résoudre. Non, nous avons tous nos problèmes. À nous de trouver la méthode qui nous convient pour résoudre notre équation. Dans le monde actuel qui se base sur l'apparence et ce que nous montrons de nous-mêmes, il peut être tentant de ne faire que des choses que les autres pourront constater ou attester. Mais David rappelle que l'on est seul. Quand nous décidons de ne pas prendre le bus et rentrer à pied sous la pluie pour dépenser quelques calories, personne ne regarde. Quand nous avons réussi à nous contenir pendant une matinée et n'avons pas utilisé notre téléphone portable pour autre chose que notre évolution personnelle, personne ne va nous féliciter. C'est un engagement envers nous-mêmes uniquement. David dit souvent que les gens n'ont pas idée du travail colossal et du niveau de discipline qu'ils s'imposent. Mais ça n'a aucune importance. Sur le chemin de l'évolution personnelle, c'est à soi-même qu'on rend des comptes chaque jour, pas aux autres. David nous invite aussi à ignorer toutes les critiques des autres, qui projettent bien souvent leur propre cynisme et leur propre peur sur nous. Lorsque l'on cherche à évoluer, on ne plaît pas à tout le monde. Les personnes autour de nous peuvent vouloir nous garder sous le coude, nous rappeler qui nous étions, que notre objectif est trop complexe à atteindre, car cela dépasse leur propre capacité d'imagination et attise leur peur. Laissons-les parler et servons-nous d'eux comme d'une motivation supplémentaire. David nous incite même à nous servir de l'énergie négative des personnes qui se mettent en travers de notre route, en les plaçant dans un répertoire mental pour se rappeler ce qu'ils ont dit de négatif à notre égard pour aller encore plus loin, encore plus haut. Numéro 4. Un combat permanent. David répète souvent que le combat est permanent en toutes circonstances. C'est un principe de la vie et de toute évolution que d'être toujours en mouvement vers un but. Il ne s'agit pas de construire une cathédrale tous les jours, mais d'accumuler de toutes petites victoires. Par exemple, lorsqu'on est malade et cloué au lit, parfois le combat est simplement de prendre un livre au lieu de prendre son téléphone portable et de scroller indéfiniment, ou simplement de se laisser plonger à l'intérieur de soi, méditer, rêver. Mais une petite action constructive peut toujours être entreprise, et parfois il s'agit de renoncement. David prend comme exemple les personnes qui, après avoir pris leur retraite d'une carrière militaire ou sportive, se laissent aller et deviennent très suffisantes, voire médiocres dans beaucoup de domaines de leur vie, notamment la forme physique et la santé. David, lui, pense que le combat est permanent. Tant que l'on vit et tant que l'on respire, il y a quelque chose que l'on peut faire. Nous ne sommes pas nécessairement obligés de courir tous les jours comme lui, mais tous les jours, nous pouvons accomplir nos actions constructives. David incite ainsi à la méfiance envers l'attitude de personnes qu'il appelle les one-timers.
Il s'agit de toutes ces personnes qui accomplissent une chose, parfois significative, comme par exemple obtenir une promotion, gagner 1 million d'euros, et qui se reposent ensuite sur leur laurier indéfiniment, comme s'ils étaient arrivés quelque part. Les étapes existent, certes, mais ne sont pas une finalité. Similairement, beaucoup de personnes se fixent comme objectif de suivre un nouveau régime alimentaire ou de se mettre au sport et tiennent quelques semaines voire quelques mois, mais arrêtent tout une fois qu'elles atteignent leur objectif. Mais pour évoluer continuellement, maintenir cette forme physique, ce corps mince, il faut une permanence de l'effort, nous rappelant l'adage « mieux vaut faire du sport une fois par semaine pendant toute la vie que 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pendant un mois ». Il est donc très important, comme le rappelle David, de continuer à marteler quotidiennement, ou en tout cas régulièrement des habitudes que nous avons choisies pour nous changer, et de s'y tenir. Là où David est impressionnant, c'est que dans un monde d'images et d'apparence, il pourrait, maintenant qu'il a atteint la reconnaissance et le succès matériel pour tous ses efforts, s'arrêter ou lever le pied pour profiter de sa notoriété. Mais sa philosophie dépasse les apparences et est celle de l'action, du concret et de la permanence. Numéro 5. Se souvenir de ses victoires. Pour tenir dans ce rythme complexe de combat permanent, il faut garder en mémoire chaque petite victoire, car elles sont autant de sources de motivation pour continuer à évoluer. David parle souvent de son concept de cookie jar, sa boîte à biscuits, qui lui permet de garder en tête chaque victoire passée et s'en servir lorsque le présent le fait douter de ses capacités. Parce qu'à chaque fois que l'on fait face à une difficulté, on a tendance à oublier complètement les choses que nous avons réalisées avant. On oublie toutes nos victoires, on oublie qu'on a été très bon ici, qu'on a réussi à surmonter cette peur-là, qu'on a fait toutes ces choses, et on focalise sur le négatif. Le cerveau est très bon pour cela. David utilisait cette méthode pour se rappeler constamment ses victoires. Comme ça, en période de doute, de stress intense, de difficultés extrêmes, dans des épreuves physiques à l'armée par exemple, ou pendant des courses très complexes, il sortait de sa boîte à biscuits mentalement des éléments dont il était fier, toutes ces épreuves qu'il a surmontées par le passé. Et ça, nous pouvons tous le faire, parce qu'on le remarque dans notre vie quotidienne. Nous fêtons rarement nos victoires à leur juste valeur, et faisons un drame de l'échec, ce qui nous coupe complètement d'une vision objective et plus positive de nous-mêmes. Les victoires sont tenues pour acquises, normales, moyennes, alors que les défaites sont cuisantes. David nous dit qu'il faut marquer ces petites victoires pour s'en rappeler. C'est une très bonne méthode. On peut les noter tous les jours sur un carnet et les relire pour un effet puissant. Numéro 6. Apprendre à aimer la difficulté. Un autre point crucial chez David est la manière dont il a réussi à conditionner son cerveau pour aimer la douleur. David disait souvent « embrace the pain » ou « embrasse la douleur » ou encore « accepte la douleur ». David a activé une particularité exceptionnelle de son cerveau et dont nous pouvons tous nous servir. Il a changé la perception subjective d'une situation ou d'une sensation, comme celle de la douleur ou de la peur, pour rendre cette sensation agréable. Comment est-ce possible ? Eh bien, il a associé subjectivement la sensation de friction, d'effort ou de difficulté à un système de récompense interne. Cette transformation est possible chez les humains grâce à la neuroplasticité et au rôle central du cortex préfrontal dans notre système de récompense. En effet, nous avons la capacité unique de choisir quelles attitudes ou comportements méritent d'être valorisés ou récompensés. Avec un travail répétitif et discipliné, il devient possible d'apprécier une activité initialement perçue comme désagréable. Par exemple, nous pouvons ressentir une libération accrue de dopamine lorsque nous faisons face à un stress intense ou à un effort prolongé, si nous décidons consciemment que ce stress est bénéfique parce qu'il nous pousse à grandir et à devenir meilleurs. Cette approche repose sur un changement narratif. Plutôt que de considérer une difficulté comme un obstacle, David a choisi de la voir comme une opportunité d'évolution. Il a ensuite mis en place une stratégie mentale pour modifier la perception de ces événements difficiles. C'est cette capacité méthodiquement développée qui lui a permis d'affronter la douleur et les défis avec une motivation et une envie intactes, voire renforcées. Cette faculté à changer volontairement le narratif autour de nos expériences est un des leviers les plus puissants pour transformer notre rapport au stress et aux défis. Nous pouvons ainsi décider de la façon dont nous interprétons les événements. Par exemple, dans la pratique sportive, il est courant que les premiers efforts soient extrêmement difficiles. Cependant, avec le temps, nous pouvons associer une réponse de récompense à l'effort physique, ce qui nous permet de continuer à nous entraîner, même lorsque cela reste douloureux ou exigeant. Dans l'apprentissage ou dans le travail, les tâches complexes ou inconfortables deviennent gratifiantes si nous les requalifions comme des occasions de progression. Enfin, dans la gestion du stress, il est possible de transformer notre perception en voyant ces moments comme des opportunités d'apprentissage et non comme des obstacles insurmontables. Numéro 7. La discipline est supérieure à la motivation. David fait une différence importante entre la motivation et la discipline. Selon lui, la motivation est à double tranchant, car bien qu'elle puisse permettre de se lancer dans des grands projets ou de mettre en place de bonnes choses dans sa vie, elle finit immanquablement par flancher. C'est à ce moment-là que la discipline prend le relais. Pour David, cette discipline est le fait de faire ce que l'on a à faire, même quand on n'a pas envie de le faire. C'est un point clé pour réussir à entreprendre n'importe quel projet. Combien de fois avons-nous ressenti une grande motivation pour insuffler du changement dans nos vies à travers des actions concrètes, mais avons fini par flancher après quelques jours ou semaines. La discipline empêche de s'arrêter car elle est indépendante de notre état émotionnel, de notre tracas ou de notre humeur. Il s'agit de réaliser la tâche en question.
Un exemple typique est de faire son lit le matin. Cette action a priori anodine permet d'affirmer notre discipline et de commencer la journée avec une victoire. David, lui, se lève à 4 heures du matin pour aller courir une trentaine de kilomètres. Le but pour lui à travers cette action est d'imposer sa discipline implacable à son corps et son esprit. Puisque les changements durables et réels prennent du temps, il est essentiel de développer sa discipline. Notons qu'il faut tout de même faire attention et ne pas tomber dans l'austérité et la rigidité, car ce comportement-là ne sera pas durable non plus. Si l'on s'impose une discipline trop stricte par rapport à sa personnalité, on risque de ne pas pouvoir tenir sur le long terme. Réussir à allier discipline et souplesse est un art et doit être bien calculé. David représente un extrême et n'est pas forcément la voie à suivre. Numéro 8. La cohérence parole-acte. Nous arrivons maintenant à une idée essentielle dans la libération de l'élévation personnelle que David prône, à savoir la cohérence entre les paroles et les actes. C'est un point capital. Comme celui qui consiste à dire la vérité de façon radicale, l'habitude de cohérence entre paroles et actes est un prérequis pour pouvoir devenir quelqu'un d'uni qui avance entièrement dans son évolution personnelle. Il est impossible de réussir à évoluer dans la bonne direction si ce n'est pas le cas. David dit toujours « practice what you preach », ce qui veut dire « pratique ce que tu prêches ». Parce que beaucoup de personnes prêchent des idées, conseillent des habitudes, disent qu'elles vont faire telle ou telle chose, mais ne les font pas. Elles connaissent la théorie, elles savent par exemple qu'il faudrait aller courir, elles savent qu'il faudrait manger tel aliment plutôt qu'un autre, elles disent qu'il ne faudrait pas fumer ou boire d'alcool, et pourtant ne respectent pas leurs idées. C'est une dissonance cognitive qui est terrible, parce que cela veut dire que ces personnes n'ont pas intégré leurs connaissances et que de manière consciente, car elles savent qu'elles n'appliquent pas leurs principes, elles se trahissent elles-mêmes. Ainsi, sans cette cohérence, nous nous retrouvons comme des pantins désarticulés, avec les différentes parties de nous-mêmes ayant une réalité différente, ce qui nous divise et nous empêche de réellement avancer. La force d'un individu ne peut venir que de son unité physique, psychologique et même spirituelle. Si l'on est par exemple en surpoids, que l'on dit qu'on va faire un régime et se mettre au sport, et que l'on continue à manger comme avant et qu'on ne prend aucune initiative pour améliorer son bien-être physique, on ne va non seulement voir aucun résultat, mais ce qui est encore pire, c'est que l'on envoie un message d'abandon à soi-même qui pourrait se formuler ainsi « Je ne m'aime pas suffisamment ou ne m'estime pas assez pour appliquer ce que je sais être bon pour moi ». Cette cohérence parole-acte est non seulement essentielle pour voir un changement concret dans sa vie, mais est un fondement de l'estime de soi et du respect que l'on a pour soi-même. En raisonnant ainsi, on tourne 3 fois sa langue dans sa bouche avant de parler pour éviter de dire des choses que l'on ne pense pas vraiment ou que l'on ne serait pas prêt à assumer. Numéro 9. Arrêtez de tout surthéoriser. Un autre point que je voudrais souligner chez David Goggins est son appel à arrêter de tout surthéoriser. On parle d'énormément de sujets aujourd'hui, et dans la majeure partie des cas, on brasse du vide. On brasse du vent. On a des théories sur tout, on sait comment tout fonctionne, et on a des méthodes pour tout. Et du coup, on ne fait rien. Mais David dit « It's not rocket science ». Ce n'est pas de la science des fusées. Il raconte que quand il s'est mis en forme pour pouvoir intégrer les Navy Seals, il ne pouvait pas courir à cause de son surpoids. Qu'à cela ne tienne, il a dit « Je marcherai ». Et il a marché. Et s'il n'avait pas marché, on pourrait imaginer qu'il serait allé nager, ou faire du vélo, ou qu'il aurait rampé peut-être. Parce que le but est de passer à l'action. Ce n'est pas de théoriser l'action parfaite, ce n'est pas de faire des choses exceptionnelles, c'est de prendre une petite décision qui va être incarnée, matérialisée. On a besoin de prendre cette première décision, quelle qu'elle soit. Il faut prendre la décision de mettre la première pierre à l'édifice. Et cette pierre ne sera pas forcément belle, ce ne sera pas la mieux taillée, mais ce sera la première, et c'est celle qui démarre la construction, qui enclenche la mécanique. David a utilisé un raisonnement très simple rempli de bon sens. Si je veux perdre du poids, je dois dépenser des calories, je dois bouger quel que soit le moyen. Et il a inventé des entraînements qui peuvent paraître assez loufoques. On le voit notamment parfois marcher sur les mains sur des escaliers électriques en salle de sport pour travailler ses bras. David utilise sa créativité pour pratiquer des exercices innovants et combat la voix intérieure qui lui dit d'attendre le moment parfait et les conditions idéales pour agir. Il utilise notamment l'adage « no excuses » pour rappeler qu'il faut arrêter de chercher des excuses pour ne pas faire ce que l'on sait qu'on devrait faire. Nous sommes tellement aujourd'hui nourris de méthodes, de concepts, de théories à travers notamment les publications sur les réseaux sociaux, les vidéos démonstratives et autres tutos, souvent contradictoires d'ailleurs, que nous n'agissons pas. Pourtant, il suffit d'une petite action dans le bon sens pour évoluer, pour amorcer un changement. On ne prend généralement pas cette petite décision qui peut tout changer. Nous ne sommes pas en sucre et devons prendre des risques, souvent d'ailleurs moins préjudiciables que le fait de rester au stade où l'on est. Ce qui est certain, c'est que la mentalité de David fait office d'extrême. Mais justement, étant presque l'incarnation même du dépassement de soi, du courage et de la résilience, nous pouvons énormément apprendre de lui, et chacun à son niveau peut appliquer ses principes. Numéro 10. L'importance d'une philosophie de vie. Enfin, je voudrais souligner l'importance de développer une philosophie de vie qui dépasse notre simple personne pour justifier ce que nous faisons. David raconte que lorsqu'il tuait encore des cafards, il a imaginé qu'à la fin de sa vie, il serait peut-être confronté à une force de vie supérieure qui sait tout. Et cette force de vie l'aurait regardé, aurait vu son parcours avec les cafards pendant toute sa vie, et aurait dit « Très bien, voilà la vie que tu as vécue. Voici celle que tu aurais pu vivre.
Être engagé dans les Navy Seals, terrassant tes peurs, affrontant l'adversité, réalisant des records dans plusieurs disciplines, terminant 2 Hell Weeks, devenant une personne vraie et authentique, motivant et inspirant des millions de personnes à travers le monde, etc. Cette vision a profondément motivé David à changer son parcours. Cette philosophie de vie propre à chacun est un élément essentiel dans la direction et la teinte que prend notre vie. Voici donc quelques enseignements tirés de la vie extraordinaire de David Goggins. Ce que j'aime avec lui, c'est qu'il nous rappelle que la forme suprême d'évolution n'est ni l'argent, ni la réussite matérielle ou extérieure, ni l'approbation des autres, mais le bonheur que procure le fait d'avoir dépassé nos limites apparentes pour devenir des êtres humains meilleurs, plus justes et plus complets. Lorsque l'on demande à David s'il est heureux aujourd'hui, il nous répond oui, sans sourire. Et je le crois. On n'a pas besoin de sourire pour être profondément heureux, on le ressent. Lorsque je vois David en photo ou en interview, je vois un regard, je vois un homme habité qui s'évertue à incarner au mieux ce qu'il dit. Cet homme ne ment pas. Cet homme, quand il va faire une interview, a fait sa séance de sport le matin, même quand il est arrivé en avion dans la nuit, même s'il doit se lever à 4 heures. C'est un homme de principe. Et un homme qui tend vers sa forme supérieure, ce n'est pas un homme qui réalise forcément des prouesses physiques extraordinaires. C'est un homme qui a la capacité à affronter et vaincre ses peurs pour tendre vers une version de lui-même plus juste et plus authentique. Peu importe les accomplissements d'un homme, si ses valeurs et sa structure morale ne sont pas élevées, cela ne vaut rien. David nous rappelle une chose cruciale. Dans ce monde de paraître et de mensonges, nous montrons une image aux autres et sommes complètement différents face à nous-mêmes. Pourtant, les hommes justes, intègres et loyaux sont toujours pareils, et sont guidés par leur conscience, pas par l'approbation éphémère et inutile des autres.